L'année 2040. À mi-distance de la Terre et du Soleil, voici un télescope d'un genre entièrement nouveau, composé de milliers de miroirs dispersés dans l'espace, qui recombinent leurs images dans un satellite collecteur. Son but, observer la surface de planètes lointaines. Et voici la surprise, l'image d'un monde étranger à des centaines de milliards de kilomètres de la Terre. Regardez, ces taches bleues et vertes, ce sont probablement des océans et des continents. Et ces lignes lumineuses, peut-être des villes. Monde de glace, monde de feu, planète géante, bientôt une nouvelle Terre. Comment apparaît la vie? Est-elle un phénomène rare ou très fréquent dans l'univers? Des milliards de soleils, des milliards de planètes dans notre seule galaxie. Combien abritent des civilisations intelligentes? Si la vie intelligente existe dans l'univers, pourrions-nous communiquer avec elle? Et qu'aurions-nous à nous dire? S'ils existent, pourquoi gardent-ils le silence? Et si nous étions seuls, absolument seuls dans l'univers? Bienvenue à tous. Chaque fois que par une belle nuit sans nuages, vous levez les yeux vers les milliers d'étoiles qui brillent dans le ciel, vous vous posez cette question presque inévitablement. Est-ce qu'il y a d'autres mondes là-haut, plus ou moins semblables aux nôtres? D'autres planètes qui ressembleraient à la Terre? En 1995, on a découvert la première planète située hors de notre système solaire. Une planète beaucoup plus grosse que la Terre, un monde géant, un monde de gaz qui ressemble à Jupiter. À partir de là, tout est allé très vite. Désormais, on a découvert plus de 400 planètes. La plupart sont des géantes gazeuses, mais parmi elles, on a fini par découvrir des petits mondes solides dont la taille est comparable à celle de la Terre. Et c'est là la vraie révolution. Mais oui, rappelez-vous, le 4 avril 2007, une équipe d'astronomes français, portugais et suisses annonce que pour la première fois, on a trouvé une planète presque semblable à la Terre autour d'une étoile située à environ 20 années-lumière de chez nous. Une découverte fantastique. Dans quelques années à peine, peut-être, nous allons enfin avoir la preuve que la vie a pu se développer ailleurs que sur la Terre. Pas seulement une vie microscopique, bloquée au stade de la bactérie, non. Des organismes complexes, évolués, conscients et peut-être même intelligents. Et qui sait, peut-être que certains d'entre eux ont réussi à bâtir des civilisations plus ou moins semblables à la nôtre. Alors, embarquons-nous vers ces fantastiques planètes. Partons à la recherche de ces nouveaux mondes, grâce auxquels nous allons enfin découvrir que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Des planètes par centaines, bientôt par milliers. Nous le savons à présent, l'univers en regorge. Et peut-être, sur quelques-unes de ces planètes, la vie et pourquoi pas l'intelligence. C'est le nouveau rêve des astronomes. 1, 5, 0, 0, 0, 0 avec encore plein de zéros. 24 zéros en tout, c'est le nombre de planètes semblables à la Terre, un nombre énorme de terres dans notre univers. Que notre planète soit la seule planète possédant une vie intelligente dans l'univers, ce serait ça le miracle. Nous avons estimé qu'il y avait 31 513 civilisations intelligentes dans une galaxie d'1 milliard d'étoiles. Personnellement, je suis prêt à parier pour dans un siècle que on va découvrir la vie ailleurs dans l'univers. Cette passionnante quête des nouveaux mondes a commencé depuis un demi-siècle par l'exploration de notre système solaire. Fascinant pour les astronomes, les résultats ont déçu ceux qui attendaient la vie. Mais cette exploration n'est pas terminée, loin de là, et de nouveaux espoirs se profilent avec les missions futures vers les planètes géantes, Saturne et Jupiter. 2029, ce sera le grand retour sur Titan, le plus gros satellite de Saturne. Rappelez-vous, c'était le 14 janvier 2005. La petite sonde Huygens nous avait révélé cet étonnant paysage de montagnes et de vallées, comparable à un bord de mer. Au sol,
sous le ciel orangé, on pouvait voir des galets de glace d'eau. C'était un autre monde, si proche et pourtant si loin du nôtre. 24 ans après, en 2030, une nouvelle mission automatique libère dans le crépuscule de Titan 2 nouveaux engins. Une montgolfière de 600 kg et une petite sonde. Athéna Koustenis, co-responsable de cette collaboration Europe-États-Unis, nous conte ce fantastique voyage comme si déjà elle y était. Et dans ce crépuscule, le ballon va se déplacer à 10 km d'altitude et là vous avez moins 200 degrés Celsius. Il fait très très froid. Donc forcément les caméras et tous les instruments qu'on a à bord, les caméras, les analyseurs, tout ça, vont prendre des images du sol, mais on va utiliser aussi un petit peu quelques flashs pour pouvoir voir un petit peu ce qui est tout en bas et tout ce qui nous entoure. Quand on va passer à travers l'atmosphère, on va quelque part aussi avaler les aérosols, on va regarder comment elle est faite cette surface, de quoi est faite cette chimie organique, qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux le degré de complexité de la chimie organique si elle a atteint le degré qu'on a sur Terre quand on a besoin de fabriquer des macromolécules et donner naissance à la vie. Et dans le même temps, donc ce ballon se déplace dans un monde extrêmement froid et extrêmement sombre. Lâchée sur un des lacs d'hydrocarbures de Titan, la petite sonde cherchera les traces d'une chimie élémentaire qui trahirait la présence de la vie. Lander se pose, on a des instruments qui sont en dessous, qui sont en train d'aspirer le liquide qui se trouve dans ce lac. On est en train de le goûter et avec tous les instruments qu'on a à bord, on va pouvoir faire des analyses poussées qui vont nous dire d'une part de quoi est faite cette atmosphère et d'autre part cet intérieur. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau liquide? C'est ce qui nous intéresse. Et pour avoir de l'eau liquide à l'intérieur de Titan, vous avez besoin d'ammoniac. Et là, cet atterrisseur est en train de nous montrer que oui, il y a des traces d'ammoniac dans ce liquide, dans ce lac. Et on se dit, mais il y a un océan à l'intérieur de Titan, un océan d'eau qui peut-être abrite la vie. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un jour. La vie, on espère aussi la trouver sur Encelade, un autre satellite de Saturne. Regardez à l'horizon. De gigantesques geysers de glace d'eau jaillissent à la surface, alimentés par un océan intérieur. L'occasion est trop belle, nous irons aussi sur Encelade. Notre mission, notre orbiteur s'approche et plonge à l'intérieur de ces geysers, à l'intérieur de ces plumes. Il ramasse tout le matériel que nous allons par la suite analyser sur Terre. Compte tenu de la température très basse, la vie qu'on trouvera peut-être sur Encelade ou Titan ne sera jamais qu'une vie très élémentaire, plutôt les précurseurs de la vie que la vie elle-même. Pour trouver des formes de vie plus complexes, les espoirs se tournent à présent vers les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres soleils que le nôtre. Aujourd'hui, un nouveau satellite porte les promesses de la découverte de ces mondes lointains et il s'appelle Corot. Nous sommes à Toulouse, dans l'enceinte du Centre national d'études spatiales. Voici l'équipe en charge de Corot. Et depuis 3 ans, le bilan du satellite chasseur de planètes ne cesse de s'enrichir. La petite dernière, c'est elle, c'est Corot 9b. C'est une planète qui tourne lentement autour de son étoile. Donc cette planète est gazeuse, mais elle est suffisamment loin de son étoile pour avoir une température assez modérée, tempérée, nous disons, de l'ordre de la température qui existe actuellement sur la Terre. Malheureusement, elle est gazeuse, donc il n'y a probablement pas de vie sur cette planète. Comment procède-t-on pour trouver d'aussi petits objets à d'aussi grandes distances? Il ne suffit pas seulement d'accroître la puissance des télescopes. Alors voici un petit montage qui illustre la rotation d'une planète autour de son étoile. Lorsque cette planète va passer devant l'étoile,
il va y avoir une légère baisse du signal de la lumière qui est émise par l'étoile. La sensibilité de Corot est telle qu'il peut déceler de minuscules baisses de la lumière émise par les étoiles. Et donc avoir les signes possibles qu'il y a des planètes qui tournent autour de ces étoiles. Il y a un deuxième principe qui est donc mis en œuvre. L'étoile va elle-même être légèrement attirée par la planète et va aussi avoir un petit mouvement d'oscillation. Et ce mouvement va être détecté par des instruments au sol sur des grands télescopes. Et cette seconde méthode complémentaire est utilisée pour valider l'existence de planètes autour d'autres étoiles. Fatalement, au début, on a commencé par détecter des planètes géantes et gazeuses, donc impropres à la vie. Mais avec les années, les mailles du filet se resserrent. Les astronomes découvrent aujourd'hui des planètes plus petites et à surface rocheuse, comme la Terre. Pour atteindre le but final, la découverte d'une planète semblable à la Terre, il faudra attendre l'arrivée d'une nouvelle génération de télescopes, les hypertélescopes. Alors qu'est-ce qu'un hypertélescope? C'est un ensemble de petits télescopes individuels répartis sur une surface qui simule en fait le comportement d'un grand télescope unique. Et chacun de ces petits télescopes individuels renvoie la lumière vers un télescope qui recombine la lumière de tous ces petits télescopes. Concrètement, si vous voulez observer une planète entière, il vous faut 20 000 mètres carrés de miroirs. Pour observer ces continents, il vous faut 80 000 mètres carrés de miroirs. Et pour découvrir des traces possibles de vie, il faut 500 000 mètres carrés de miroirs. Et si maintenant on cherche à voir, par exemple, une image de la baie de Saint-Malo depuis une étoile proche, à ce moment-là avoir des détails de l'ordre de 500 mètres, il faudra considérer un instrument dont les télescopes seront répartis sur des bases de 300 000 km, la distance entre la Terre et la Lune, et pour une surface équivalente d'environ 5 millions de mètres carrés, c'est-à-dire à peu près 1000 fois la surface d'un terrain de football. Mardi, 6 avril 2010, Académie des sciences de Paris. Ce jour-là, l'astronome suisse Michel Mayor faisait une communication devant ses pairs sur la recherche dans l'univers de planètes semblables à la Terre. Eh bien, on voit ces anneaux, cette structure, qui nous renseigne sur l'existence de systèmes planétaires. En 1995, Michel Mayor fut le tout premier astronome à jeter son filet sur la première exoplanète à 40 années-lumière de la Terre. La voici, 51 Pégase, une géante gazeuse comme notre Jupiter. Mais la surprise, c'était qu'elle gravitait tout près de son étoile. Michel Mayor en tremble encore. C'est complètement anormal. Une planète de la masse de Jupiter qui tourne tout près de son étoile en 4 jours. Les scénarios de formation des grandes planètes ne permettaient pas de comprendre un tel objet. Et on a dû revoir la théorie d'une manière fondamentale pour expliquer comment cette planète, qui est obligatoirement née à une grande distance, eh bien, elle a évolué en se rapprochant de l'étoile. Actuellement, maintenant, toute la théorie de la formation des systèmes planétaires doit inclure ce phénomène. Une surprise dès la première trouvaille. Et la suite sera à la hauteur. Plus de 400 planètes ont été découvertes en 15 ans, toutes plus surprenantes les unes que les autres. L'immense majorité des planètes qui ont été découvertes à ce jour sont nos proches voisines. C'est des planètes qui se trouvent à quelques dizaines, éventuellement 100 années-lumière. Déjà des distances considérables. Mais il y a une expérience qui a été faite pour chercher des planètes très loin. En gros, on a regardé pendant des mois, en prenant des photos successives très denses, des régions centrales de la galaxie. C'est l'expérience OGLE, OGLE. Approchons-nous de cette petite planète qui, a priori, n'a rien d'extraordinaire. OGLE 05390. Nous glissons à la surface de son sol gelé, mais nous allons avoir une surprise. Probablement une planète aussi plutôt glacée, elle est très loin de son étoile, très froide,
comme ça. Mais en plus, malheureusement, pour moi, il n'y a pas de vie sur une telle planète. Mais par contre, il doit y avoir un ciel absolument superbe. Pourquoi? Parce que dans les régions centrales de la galaxie, la densité d'étoiles est beaucoup plus grande, peut-être 1 million de fois, voire plus grande que dans notre voisinage. Donc, imaginons le ciel que l'on doit avoir vu depuis une telle planète, une myriade d'étoiles, 100 fois, 1000 fois plus dense sur le ciel que ce qu'on a sur Terre. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Alors bien sûr, ce que cherchent les astronomes, c'est une nouvelle Terre. Mais où donc la trouver? On aimerait une petite planète, un peu comme la Terre, et qui soit justement à la bonne distance pour qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid. Et Gliese 581d est la première petite planète qui se trouve dans cette situation. C'est pas vraiment encore du tout une planète comme la Terre. Elle fait 7 fois la masse de la Terre. C'est quand même un petit peu trop lourd, hein, comme ça, mais elle est dans la zone habitable de son étoile. Michel Mayor émet aujourd'hui une hypothèse très personnelle sur Gliese 581d. Une planète océan. Pour Michel Mayor, ce serait à l'origine une planète glacée qui aurait migré et fondu tout près de son étoile. Et le résultat, c'est un immense océan. Rien à voir avec l'océan extrêmement fin que l'on connaît sur Terre, mais réellement un océan peut-être de 100 km de profondeur. À présent, voici un objet incroyable, PSR 1257+12, qui a une fantastique histoire. Cette petite planète qui orbite autour d'un pulsar, un cadavre d'étoile qui tourbillonne en émettant un jet très intense de rayons X et ultraviolets. Elle fut détectée par hasard en 1990 par l'astronome polonais, 5 ans avant la découverte officielle de Michel Mayor. Mais à cette époque, les astronomes n'étaient pas certains qu'il pouvait s'agir d'une véritable planète. Mais on avait tort, c'était la première exoplanète jamais découverte. L'équipe de Corot, elle, vient de trouver la plus petite planète connue à ce jour, Corot 7b, à peine plus grosse que la Terre. Elle tourne en moins de 24 heures autour de son étoile. C'est-à-dire que pour Corot 7b, si elle avait des habitants, l'année durerait moins d'1 jour. Ça ressemble à l'histoire du Petit Prince. Alors du coup, puisqu'elle tourne en moins d'1 jour, elle est très très proche de son étoile. Elle est très proche du feu. Donc il lui fait très très chaud. Mais comme elle regarde toujours le même côté de l'étoile, comme la Lune regarde toujours le même côté de la Terre, hein, eh bien d'un côté elle est très chaude et de l'autre elle est probablement très froide. Donc si on doit passer d'un côté à l'autre, il faut passer de son maillot de bain à sa combinaison de ski. En 15 ans, l'univers a radicalement changé de visage, car il regorge de planètes. Pour vous en convaincre, nous sommes allés sur le campus de l'université de Berkeley, où nous avons rencontré le plus célèbre astronome américain, Geoffrey Marcy. Avec Michel Mayor, il fut l'un des pionniers de la découverte des exoplanètes. Et devant nous, à la cafétéria, il s'est livré à un petit calcul. Alors suivez très attentivement. Cela en vaut la peine. Nous pouvons évaluer le nombre de planètes semblables à la Terre dans l'univers entier. C'est très simple à calculer. Nous savons qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et 15% environ de ces étoiles ont des planètes. Alors calculons. Cela fait 30 milliards de planètes dans notre galaxie. Et maintenant, voyons combien d'entre elles ressemblent à la Terre. Probablement 50% de ces planètes. 50% de 30 milliards, cela donne 15 milliards de planètes semblables à notre Terre.
Et cela dans notre seule galaxie. Si nous calculons maintenant combien cela fait pour l'univers tout entier, cela donne quelque chose comme 100 milliards de galaxies multipliées par 15 milliards de terres. Au total, 15 billion Earths within each of 100 billion galaxies. Now you see, when you multiply them, you get 1, 5, 0, 0, 0 et plein de zéros. 24 zéros. Un nombre phénoménal de planètes habitables dans notre univers. On dépasse ici le domaine de l'astronomie. Nous sommes en train de vivre une immense révolution philosophique qui change de fond en comble la conscience que l'homme a de sa place dans l'univers. À présent, prenons le temps de contempler notre Terre. Des jungles épaisses, des chutes d'eau, des lacs, des océans. Ces paysages ne semblent pas fréquents dans l'univers. Jusqu'ici, la plupart des mondes lointains détectés par les astronomes sont sans doute des déserts gelés ou brûlants, donc stériles. Mais la Terre, elle, regorge de vie. Dans la savane, dans les forêts, au fond des gouffres océaniques, dans des grottes profondes et dans ces mégalopoles sillonnées par des millions d'êtres intelligents, ou supposés tels. Comment expliquer cette exception? Personnellement, je vis très à l'aise avec l'idée que la vie est un sous-produit naturel de l'évolution de l'univers. Quand les conditions sont réunies, eh bien, la vie doit se développer. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme, ça ne veut pas dire que c'est une vie identique à la nôtre. Le plus probable, c'est aussi des unicellulaires. C'est probablement la forme la plus généralisée qui peut exister. Personnellement, je suis prêt à parier pour dans un siècle qu'on va découvrir la vie ailleurs dans l'univers. Sachez-le, l'optimisme de Michel Mayor n'est pas qu'une conviction. Il est confirmé par des recherches très concrètes menées dans les laboratoires du monde entier. Nous sommes ici dans des locaux liés à la Société française d'exobiologie. Ce ne sont pas des amateurs de science-fiction, mais des biologistes, des chimistes, des astrophysiciens, qui travaillent expérimentalement sur les formes que la vie pourrait revêtir sur d'autres planètes que la Terre. Dans ce laboratoire, les exobiologistes ont reconstitué l'atmosphère de Titan, la grosse lune de Saturne. Le mélange, dans l'éprouvettes que voici, est composé d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Puis, il est plongé dans de l'azote liquide à moins 170 degrés, la température qui règne sur Titan. Enfin, on fait circuler entre deux électrodes un courant électrique qui simule le rayonnement ultraviolet du Soleil. On laisse reposer quelques jours et voyez le résultat. Ces composés noirâtres qui combinent du carbone et de l'hydrogène. Ce sont des composés organiques, les briques à la base de la vie. En 1953, un jeune biologiste américain, Stanley Miller, avait réussi une expérience semblable en reconstituant ce qu'il croyait être l'atmosphère de la Terre primitive. Méthane, ammoniac, hydrogène, vapeur d'eau. Et lui aussi avait obtenu des composés organiques. Pour le grand public, ce résultat sonna comme un coup de tonnerre.
Le grand public ne se rendait pas compte que c'était aussi facile d'obtenir des composés d'intérêt biologique dans des conditions expérimentales assez simples, finalement. Et cette facilité a été une énorme surprise. Une énorme surprise parmi le grand public et puis une énorme surprise parmi certains scientifiques qui ne pensaient pas qu'en une durée aussi brève, on pouvait fabriquer des éléments constitutifs de la vie. Mais n'allons pas trop vite. C'est une chose d'avoir les briques, encore faut-il construire la maison. Depuis plus d'un demi-siècle, nous savons que les plans de l'édifice sont consignés dans cette longue molécule qu'on appelle l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. On ne la trouve pas, hélas, au fond des éprouvettes. Dans les expériences de mineurs, bien évidemment, on ne fabrique pas de bactéries, de micro-organismes, on ne fabrique pas non plus d'acide nucléique, ni même de protéines. Ce que l'on fabrique, ce sont les briques de ces molécules géantes. Les acides aminés sont les éléments constitutifs, les briques, des protéines. On fabrique aussi des petits morceaux des acides nucléiques, mais uniquement des petits morceaux, des toutes petites briques. Maintenant, pour passer de ces petits morceaux à la macromolécule, c'est un peu pour passer justement de la brique ou de quelques pierres jusqu'à la cathédrale. Et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut faire un grand voyage, il y a 4 milliards d'années, dans cet enfer, la Terre primitive. Des pluies d'astéroïdes, des volcans crachant leur lave, un océan bouillant, une atmosphère irrespirable, 100 000 fois plus riche que la nôtre en dioxyde de carbone. En 2008, dans un film d'animation au style volontairement naïf, des chercheurs du CNRS se sont amusés à populariser ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur les tout premiers temps de la vie. Et ils ont choisi de nous conter les aventures d'une petite molécule d'eau, Piccolina. Arrivée sur Terre à bord d'une comète, Piccolina va assister à la naissance de la vie dans les océans primitifs. Tout d'abord, elle voit passer des molécules isolées et simples, comme le méthane ou le dioxyde de carbone. Puis des molécules plus complexes, comme les acides aminés, les fameuses briques de Stanley Miller. Mais un jour, Piccolina fait une rencontre étonnante. Un jour, je suis tombée nez à nez avec une sorte d'énorme serpent moléculaire, un polymère. Des dizaines de molécules s'étaient accrochées à la queue leu-leu. Quelle drôle d'idée! J'en croisais d'autres, de plus en plus, qui semblaient sortir d'une fissure au fond de la mare où j'étais tombée. J'ai voulu en avoir le cœur net, je me suis approchée, et là, quel spectacle! Des molécules de la même famille, accrochées sur des cristaux d'argile, se rangeaient les unes à côté des autres. En fait, ce petit voyage-là qu'elle nous raconte, ça montre la complexification de la matière. On part de petites molécules avec du carbone. La plupart ont des atomes de carbone dans leur structure. Et ces molécules, elles ont la propriété de se complexifier, de réagir les unes sur les autres, de devenir de plus en plus grosses. Ça grossit, ça devient des molécules géantes, ce que les chimistes appellent des macromolécules. Et parmi ces macromolécules, certaines vont avoir la propriété de se répliquer, de faire des copies d'elles-mêmes. Et lorsque ces premières molécules géantes capables de se répliquer sont arrivées, eh bien, c'est la vie. On peut dire que ces macromolécules qui font des copies d'elles-mêmes, eh bien, c'est les premiers systèmes vivants. Et c'est comme ça, peut-être, que la vie a commencé sur d'autres planètes, tournant autour d'autres étoiles. Pour allumer la mèche, quelques conditions simples suffisent.
Si on tient compte de ce qui s'est passé sur Terre, qui reste la référence dans ce domaine, eh bien, il semble qu'il y ait 3 éléments indispensables, qui sont la matière carbonée, l'eau liquide et des sources d'énergie. Et en fait, quand on va aller chercher la vie ailleurs, dans le système solaire pour commencer, on va s'intéresser à des environnements où ces 3 conditions, ces trois ingrédients sont présents. Si ces 3 conditions sont présentes, alors tout est possible. Sur notre planète même, on peut alors trouver la vie dans les milieux les plus extrêmes. Par exemple, on découvre une vie dans les fonds sous-marins à très forte pression, et là, on a des systèmes vivants qu'on appelle des barophiles, parce que barophiles comme forte pression, qui aiment les fortes pressions, dans des lacs où les sels sont très concentrés, la mer Morte par exemple, où la concentration de sel est à son maximum. On a découvert, et on ne s'y attendait pas au départ, on a découvert aussi plein d'organismes, c'est ce qu'on appelle des halophiles. Il y a des organismes, ceux-là sont sans doute les plus extraordinaires, sont les hyperthermophiles, qui aiment les très hautes températures. Et le record dans le domaine, pour l'instant, c'est 121 degrés. Arrêtons-nous là. Nous connaissons maintenant les règles du jeu de la vie. Et nous voyons sur notre Terre seule tout l'éventail des possibilités. Or, sur des mondes lointains, cet éventail peut encore s'élargir jusqu'à concurrencer les créations les plus folles de la science-fiction. À présent, allons plus loin. Voici le Space Needle de Seattle, dans l'État de Washington, le point de repère le plus représentatif de la ville. À l'Université de Washington, nous découvrons un étonnant laboratoire, le Virtual Planet Laboratory. Ici, les exobiologistes modélisent des mondes virtuels qui aideront les astronomes à mieux comprendre ce qu'ils découvrent dans leur télescope. Et récemment, ils se sont posé une question toute simple. Quelle pourrait être la couleur de la végétation sur des mondes orbitant autour de soleils lointains? Verte? Eh bien, pas forcément. Sur notre planète, le feuillage est vert, car le vert est la couleur que les plantes réfléchissent. Sur une planète qui graviterait autour d'une étoile très chaude, qui diffuserait une lumière très bleue, c'est le bleu qui serait réfléchi par les plantes, à l'œil nu comme au télescope. Ici, sur l'écran, nous avons du noir. Le noir absorbe toutes les couleurs. Sur une planète à côté d'une étoile froide, la végétation absorberait toute la lumière disponible. Elle ne réfléchirait rien. Le noir dominerait l'ensemble du paysage. On aurait donc des planètes sombres avec des jungles noires. Ces simulations peuvent être étendues à des formes de vie adaptées à des conditions très différentes des nôtres. Par exemple, une planète géante où la gravité serait bien plus importante que sur la Terre. Une planète à forte gravité retiendrait davantage son atmosphère. Au contraire, une planète comme la Terre a perdu son hydrogène, ce qui lui a permis de former la couche d'ozone. Sur une planète à forte gravité, nous n'aurions pas d'ozone. Cela obligerait les plantes ou les organismes à trouver le moyen de se protéger du rayonnement ultraviolet. Une façon d'y parvenir, c'est de vivre au fond des océans. Ou alors, pour s'adapter à une forte gravité, la vie formerait des communautés agglomérées comme ces organismes fossiles qu'on appelle les stromatolithes. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la vie
intelligente. Sur quelle planète aurions-nous une chance de la découvrir? Nous avons une assez bonne idée de ce à quoi ressemblerait une planète possédant une vie intelligente. Il suffit de regarder la Terre. Et nous espérons découvrir une Terre dans la décennie qui vient. Ce sera la plus importante découverte scientifique des prochaines années. Et ce que nous espérons y trouver, ce sont des formes de vie. Selon un autre exobiologiste, Michel Viseau, ce genre d'exercice trouve vite ses limites. Il suffit d'imaginer l'expérience inverse. Imaginons des extraterrestres qui ont observé la Terre, ils ont vu qu'il y avait des terres émergées, de la mer, des plantes, de l'air, ils vont imaginer des formes de vie, ou une forme de vie adaptée à ces conditions dans leur logique. Quand ils vont arriver, si par hasard ils arrivent, ils vont trouver un foisonnement complet de la vie avec des plantes, des animaux, des bactéries. Ils vont trouver des éléphants, des girafes, des mouches, des oiseaux, des formes de vie extrêmement différentes qui partagent en fait le même biotope, la même petite unité. Et donc on s'aperçoit qu'il est quand même un peu vain de vouloir supposer la forme que prendra la vie simplement à partir des données physiques et chimiques que l'on peut observer sur la planète considérée. Donc si un jour on a la chance de trouver une vie extraterrestre, si on a la chance de pouvoir la rencontrer, d'abord elle ne sera pas unique, et dans tous les cas on sera surpris. Alors la vie, oui, sans doute, mais l'intelligence. En 1961, un radioastronome célèbre, Frank Drake, a proposé une équation pour tenter d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Et voici ce que ça donne. Qu'on ne s'effraie pas, c'est une équation très simple, combinant le nombre de planètes où la vie est apparue, le nombre de planètes où elle a évolué vers l'intelligence, le nombre de civilisations capables de communiquer. Pour les pessimistes, le résultat se ramène seulement à 1. Une seule civilisation, la nôtre. Mais pour les optimistes, il y en aurait plusieurs milliers. La tendance optimiste, on la trouve aujourd'hui dans la belle ville d'Édimbourg, en Écosse. Dans la bibliothèque de l'Observatoire royal, nous avons rencontré un jeune chercheur, Duncan Forgan, qui a surpris son monde en estimant le nombre probable de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Pour réaliser ce calcul, Duncan Forgan a pu avoir accès au supercalculateur de l'université, qui a travaillé pendant une dizaine de jours, soit un peu plus de 200 heures, sur 3 scénarios possibles. Dans le premier scénario, nous sommes partis de l'hypothèse que la vie apparaît avec beaucoup de difficultés sur une planète et qu'elle ne parvient pas aisément à évoluer vers l'intelligence. Dans cette hypothèse, nos modèles informatiques donnent un résultat de 361 planètes dotées d'une vie intelligente dans une galaxie d'1 milliard d'étoiles. Le second scénario est plus optimiste et estime que la vie apparaît plus facilement que dans le premier scénario. Mais les civilisations produites par ces formes de vie sont régulées par un principe sociologique élémentaire. Plus une civilisation met de temps à évoluer vers un état avancé de stabilité, plus elle est exposée au risque de l'autodestruction sous les coups de ses propres technologies. Dans ce scénario, nous arrivons à un total de 31 513 civilisations intelligentes pour une galaxie d'1 milliard d'étoiles. Le dernier scénario repose sur une dissémination de la vie dans la galaxie par les comètes et les astéroïdes. Résultat, 37 964 formes de vie intelligentes. Évidemment, la question est où sont-ils? Le problème réside apparemment dans le fait que si 2 civilisations peuvent exister dans l'espace, elles n'existent pas forcément au même moment dans le temps. Or, il faut que ces 2 critères soient réunis pour espérer un contact entre ces 2 civilisations. Admettons pourtant que quelques-unes de ces civilisations vivent à la même époque que nous.
À quoi pourrait-elle alors ressembler? En 1964, l'astronome russe Nikolai Kardashev a proposé de les classer en fonction de leur consommation d'énergie. D'abord, il y a les civilisations de type 1. Elles survivent en exploitant toute l'énergie de leur planète. Mais nous en sommes encore très loin. Il nous faudra attendre sans doute plusieurs siècles pour devenir une véritable civilisation de type 1. Les civilisations de type 2 sont beaucoup plus avancées, mais beaucoup plus rares. Elles exploitent toute l'énergie de leur étoile. Et voici comment on pourrait les imaginer. Un gigantesque ensemble d'anneaux d'1 milliard de kilomètres de diamètre. Édifié autour d'un soleil étranger, mais comparable au nôtre. Ce fantastique anneau permet à la super-civilisation de collecter toute l'énergie de son étoile. Environ 100 000 milliards de kilowatts pour une étoile identique à notre Soleil. À l'intérieur de ces structures vivent des millions de peuples dans des habitats façonnés à leur gré. Bien sûr, les civilisations de type 2 ont des millions d'années d'avance sur la nôtre. Elles maîtrisent sans doute le voyage interstellaire et des technologies dont nous n'avons pas la moindre idée. Enfin, il y a les civilisations de type 3. Elles exploitent toute l'énergie de leur galaxie. Elles auraient 1 ou plusieurs milliards d'années d'avance sur nous. Oui, mais encore une fois, où sont-ils? Normalement, de telles civilisations devraient émettre des signaux radio que nous pourrions capter grâce à nos radiotélescopes. C'est le but du célèbre projet SETI, littéralement « Recherche d'une intelligence extraterrestre ». Le problème, c'est que pour l'instant, le ciel reste muet. Nous voici à San Francisco. Nous prenons immédiatement la direction du sud, vers la petite ville de Mountain View, qui abrite le quartier général de l'association SETI. Ici, inlassablement, on scrute le ciel en quête d'un signal radio, un signal intelligent, émis par une civilisation extraterrestre. Oui, mais 50 ans ont passé et toujours rien. Comment comprendre ce silence? Ma mère me demande souvent si j'ai vraiment choisi le bon métier. Ma réponse est oui, évidemment, car si on n'a encore rien trouvé, nos techniques progressent. Elles doublent de rythme tous les 18 mois environ. Et donc, quoi qu'il arrive, cela représentera dans 2 ans une saisie de données plus importante que celle collectée dans les 50 dernières années. C'est cela qui me pousse à poursuivre. Je suis persuadé que les 20 ans qui viennent nous apporteront beaucoup. Monsieur Shostak, j'ai une surprise pour vous, un message capté par le radiotélescope de Nancy. Pour une surprise, c'en était une. Ce message avait été reçu quelques jours auparavant par le radiotélescope de Nancy en Sologne. Principalement destiné à l'exploration du ciel, ce puissant radiotélescope sert aussi, marginalement, à capter d'éventuels signaux radio intelligents. Et voici d'abord ce qui a attiré l'attention des chercheurs. Ça, c'est le spectre des ondes radio qu'on reçoit avec le radiotélescope de Nancy. Et là, ce pic représente le signal intelligent que l'on peut attendre d'une civilisation extraterrestre. Il est extrêmement fin. Là, on le voit varier, disparaître. C'est la présence et l'absence de ce signal qui peut indiquer un codage. En l'occurrence, le voici, revenu. On peut imaginer que c'est un signal binaire, une suite de 0, de 1, et qu'il faut ensuite décoder. Voici le message transcrit en binaire. Une suite de 0 et de 1, mais qui obéit à une logique cachée. Si on compte les chiffres, on en trouve 583. Et 583, on sait que c'est 11 fois 53. Donc on a rangé ces chiffres et voilà ce qu'on obtient. 53 lignes et 11 colonnes. Et on obtient comme un petit dessin.
Pour comprendre la suite, il faut revenir 36 ans en arrière. En 1974, avec le puissant radiotélescope d'Arecibo, installé à Porto Rico, les astronomes avaient envoyé vers l'espace ce salut aux étoiles contenant des informations sur nous autres terriens. Les nombres de 1 à 10, les numéros atomiques de quelques atomes, et même un croquis de l'être humain et sa taille, et puis d'autres précisions du même genre. Et à présent, on pourrait supposer que ce message a été capté par des êtres intelligents qui nous l'ont renvoyé un peu modifié. Donc là, on retrouve ce qu'on a envoyé à Arecibo, c'est-à-dire que là, on a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc peut-être que c'était envoyé par quelqu'un qui compte en bas 6 et par exemple qui aurait 6 doigts. Là, on a comme une étoile peut-être et des planètes autour. Donc là, on compte 6 planètes et on remarque que la 4e est un peu décalée, donc ils habitent certainement sur la 4e planète. Donc voilà à quoi ils pourraient ressembler. Et là, on a certainement le radiotélescope qui leur a permis soit de recevoir, soit d'envoyer ce message. À partir de là, que faisons-nous? Comment annoncer la nouvelle au monde? L'association SETI, qui a réfléchi depuis longtemps à cette question, a mis au point un protocole très précis. On pense généralement que la première personne qu'il faudrait informer de la réception d'un tel message devrait être le président de la République française. Et si c'était les Américains qui captaient un tel message, ils devraient informer leur président. Mais pour le protocole SETI, les messages extraterrestres ne sont nullement destinés à un pays particulier. Ils sont adressés à la Terre en tant que telle et sont la propriété de la Terre tout entière. En cas de réception d'un signal, l'article 1 du protocole SETI prévoit des mesures très simples. D'abord, vérifier que ce message est véritablement d'origine extraterrestre, car il ne faut pas propager une erreur. La deuxième chose sera d'annoncer à tous les astronomes du monde qu'un signal a été reçu de tel coin du ciel et qu'il faut braquer les télescopes sur cette zone. Chacun en parlera aux autres, tout le monde sera mis au courant, puis entreront en jeu les médias, l'opinion publique, les gouvernements, etc. Maintenant, si nous voulons répondre à ce message, partons de ce constat très clair. Les extraterrestres semblent très intéressés par la forme humaine, qui est peut-être d'ailleurs leur propre forme, ce qui nous donnerait quelque chose en commun. On pourra donc leur envoyer une réponse de ce type. Nous partirons de la même image, de cette forme humaine figurant dans le message reçu, et nous allons leur faire savoir que notre corps possède différentes parties. On va centrer le message sur cette partie, nous avons des bras, et ces bras peuvent bouger, puis nous reviendrons au corps complet. Ou nous ferons un gros plan sur, par exemple, nos mains, pour leur expliquer que nous avons 5 doigts. Nous pourrions aussi choisir de leur donner des informations sur notre visage, ce à quoi il ressemble. Voici un visage humain. Nous zoomerons sur un œil pour leur montrer que c'est pour nous un organe très important, qu'il n'est pas statique, qu'il s'ouvre, qu'il se ferme, etc. Il s'agira en définitive de leur faire savoir que nous avons bien reçu leur message et qu'en retour, nous leur adressons un message de bienvenue. Et bien sûr, hélas, tout cela n'était qu'une simulation. Pour l'instant, encore une fois, nous n'avons rien reçu. Alors, question, et si nous étions seuls, absolument seuls dans l'univers? Parmi toutes les planètes qui existent dans notre galaxie, probablement des millions et des millions, toutes ne sont certainement pas intéressantes au regard de la vie. Mais quelques-unes le sont certainement, et cela dans notre seule galaxie. Or, il y a des centaines de milliards d'autres galaxies, chacune composée d'au moins 1 milliard de planètes. Alors vraiment, penser que notre planète serait la seule planète possédant une vie intelligente dans l'univers, ce serait ça le miracle. Et franchement, en tant que chercheur, j'ai appris à ne pas croire au miracle. Et pourtant, du côté des pessimistes, qui ne croient pas au miracle, on trouve le biologiste Peter Ward, auteur d'un livre bombe, Rare Earth, la Terre rare. Selon lui, la vie abonde dans l'univers, mais l'intelligence est rare, et peut-être même unique. Nous serions donc seuls, mais pas pour toujours.
La question, à mes yeux, n'est pas tant d'être seul. Et si nous étions les premiers? Peut-être sommes-nous, après tout, la première intelligence à atteindre le stade du savoir-faire technique. Mieux encore, si nous étions la graine qui permettra à l'humanité de se propager sur d'autres planètes ou d'autres galaxies. Oui, cela serait une vraie raison d'être optimiste. En plus, cela serait tout simplement merveilleux. Plus que jamais, il faut se rappeler que l'échelle de l'univers n'est pas la nôtre. Il nous faut donc rester patient, attendre. Combien de temps? Nul ne le sait. Mais pour certains, d'ici 10 ans, nous aurons la réponse. Et ce jour-là, pour l'humanité, tout va basculer. Et finalement, vous l'avez compris, l'univers est immense dans l'espace comme dans le temps. Depuis sa naissance, il y a 13,7 milliards d'années, époque lointaine à laquelle toute la réalité du monde primordial reposait sur quelques éléments seulement, étonnamment simples. L'univers a donc atteint une fabuleuse complexité. Depuis le commencement des temps, les puissantes constantes universelles, les mystérieuses lois physiques enfouies dans leur brume mathématique, étranges, incontournables, allaient se mettre au travail et régler la matière pour la conduire coûte que coûte vers la vie. Et si un beau jour, on finit par découvrir que la vie existe ailleurs que sur Terre, alors ce jour-là, on saura que dans l'univers, rien n'est impossible.